Allez, on va finir cette émission avec un coup de cœur qui pourrait vous plaire, Richard Orlinski. Il s'appelle Étienne de Balazy. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. Eh bien, vous allez savoir qui est notre invité, qui est Étienne de Balazy, qui est à côté de vous sur la droite. C'est l'occasion de vous le faire découvrir, ainsi qu'à nos auditeurs, pour son spectacle-conférence sur l'histoire de l'humour. Étienne de Balazy, bonjour. Mais bonjour Cyrielle, comment allez-vous ? Eh bien, écoutez, très bien, et vous-même ? Mais très bien, parfaitement. Alors, je souligne cette merveilleuse voix de radio, quand même, qu'il faut souligner. C'est très aimable, merci. Je suis venue vous voir en spectacle, c'est assez incroyable. Et depuis quelques semaines, vous avez changé de siège. Pour vous qui êtes metteur en scène, et ça peut intéresser Richard Orlinski, parce que vous êtes un metteur en scène qui fait un spectacle, mais vous êtes connu puisque vous êtes occupé de pas mal d'artistes, notamment Patrick Timsit. Oui, c'est vrai, j'ai la chance depuis 15 ans d'être un des quelques rares metteurs en scène qui adorent mettre en scène le one-man show. Donc j'ai travaillé avec Patrick Timsit, mais aussi avec Jean-Luc Lemoyne, avec Eric Antoine, avec Arnaud Ducret, avec Coche, avec pas mal d'autres artistes que j'adore et que j'admire. Alors dans cette émission, chaque jour à 16h20, aux côtés de notre invité principal du jour, on découvre un talent en direct. C'est aussi l'occasion de faire découvrir d'autres univers. Et je vais donc vous laisser nous raconter votre parcours en une petite minute pour nous dire qui vous êtes, vos aspirations et l'univers que vous proposez. Et puis je viendrai compléter, et sans doute que Richard Orlinski aura peut-être des tips à vous demander, je ne sais pas, pour lui qui est aussi au théâtre. Allez, c'est parti. Bah écoutez, c'est très compliqué en une minute. Moi je suis un touche-à-tout je fais du spectacle depuis l'âge de 17 ans, donc ça fait maintenant malheureusement quelques années. Je suis passé par la comédie, puis la production, j'ai beaucoup produit pour la télévision, au théâtre, et puis il y a 15 ans j'ai découvert le one-man show et le stand-up, et je crois que c'est vrai que je suis un des premiers à avoir considéré que c'était des arts à part entière. Et pour moi, mettre en scène une pièce de théâtre ou un one-man show, il n'y avait pas de différence. On était très rares à penser ça. Et donc, tout est parti comme ça, avec un premier spectacle avec Patrick Timsit. Ensuite, j'ai dirigé le Festival d'humour de Montreux pendant près de 5 ou 6 ans. Après, j'ai monté des festivals en France, à Singapour, à New York. Et aujourd'hui, je propose effectivement, j'ai ouvert en fait des ateliers de one-man show au Cours Florent, et puis à l'Académie d'humour, qui est un tout nouveau projet qui vient d'ouvrir. J'ai écrit un guide l'année dernière qui s'appelle le guide presque complet du presque parfait one-man show et stand-up. Et maintenant, je fais des espèces ce spectacle, conférence qui a pour but d'amuser, d'apprendre, mais surtout d'être amusant, j'espère. Et oui, c'est amusant parce que je suis venue vous voir, et en fait, dans votre spectacle, vous parlez un peu comme un historien, alors de la création du one-man show, mais aussi du stand-up qui est arrivé quelques années plus tard. Et on va essayer d'avoir quelques petites informations quand même. On va pas spoiler le spectacle, mais avoir quand même quelques petites infos. C'est le but aujourd'hui. Alors, la création du one-man show, c'est dans les années 30. On appelle ça le seul en scène. Et ça démarre avec la communauté juive aux États-Unis. Aux États-Unis, oui, ça c'est sûr que l'humour américain, notamment le stand-up américain, vient de deux grandes communautés qui riaient aux États-Unis. C'est la communauté juive et puis une communauté qu'on connaît un peu moins, qui est la communauté afro-américaine. Mais alors, c'est des communautés qui ne se mélangeaient pas du tout. Et puis un producteur californien a ouvert un premier lieu dans les années 50 où il a mélangé ces deux communautés. Ça a créé le premier comedy club, et c'est un humoriste juif qui s'appelle Mort Sahl. On dit, en tout cas c'est pas moi, même les historiens très sérieux américains considèrent que c'est cet humoriste qui a un soir inventé un nouveau style de s'adresser aux spectateurs, qui est le stand-up. Voilà, et ça c'est dans quelle année précisément ? 1950-55 voilà. À peu près, oui. Ça arrive à peu près 25 ans plus tard, donc après la création du one-man show. Et vous dites alors qu'il a explosé le 4e mur. Absolument, oui, parce que si vous voulez, dans le théâtre, il y a une tradition qui est que on parle au 4e mur. C'est-à-dire qu'on joue pour un public, mais le public n'est pas censé réagir, si ce n'est écouter, pleurer, rire. Et le stand-up, la règle, c'est que le public devient un partenaire de l'humoriste. Donc il casse ce 4e mur, il provoque le spectateur, il cherche des réactions, il parle avec le spectateur, et ça devient un vrai partenaire de jeu. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique du stand-up. Et je crois que ça parle beaucoup d'ailleurs à Richard Orlinski, qui aime aussi cette connivence dans son spectacle Cabaret, où justement il y a ce jeu avec les spectateurs, si vous en êtes d'accord avec moi, Richard. J'en suis absolument d'accord. Et puis moi, c'est drôle parce que moi, je suis parti de quelque chose qu'on avait écrit avec Laurent Baffy, qui était plus sous forme de pièce de théâtre, puisqu'il y avait des intervenants sur scène. Effectivement, les gens écoutaient, participaient assez peu. C'était des faux spectateurs, comme vient le faire Laurent. Et j'ai été invité à un festival, d'ailleurs en Israël, par Kev Adams, sur son festival où il y avait beaucoup de gens, et j'avais pas de texte, puis on pouvait pas extraire du spectacle un texte. Donc j'ai demandé à un auteur en France célèbre de m'écrire quelque chose, mais ça correspondait pas du tout au public. Donc je me suis vautré royalement le premier soir. Le soir même, Kev m'a dit, avec John Legend, d'autres humoristes m'ont dit, tiens, on va réécrire un truc. Évidemment, écrire 1 heure avant le
ou 2 heures avant et le jouer, c'est pas possible. Donc je me suis encore bien vautré, mais j'ai eu des émotions dans ce stand-up, parce que c'était plus un mode stand-up. Bien sûr. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est grâce à cet échec que j'ai eu qui était cuisant pendant ce festival. Jouer pour la première fois, Farid m'a dit, moi j'ai joué pour 3 personnes, tu joues pour la première fois devant 900 personnes. Donc c'était assez drôle. Mais en tout cas, cet échec et ce sentiment compliqué que j'ai vécu m'a donné envie de dire, je suis rentré à Paris, j'ai dit non, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est le stand-up, et on a retravaillé différemment et on a fait en mode stand-up. Et c'est ça qui me plaît plus. Voilà. Bien sûr. Voilà. Et alors, Étienne de Balazy, vous parlez du heckling dans votre spectacle. Qu'est-ce que c'est le heckling? Je vois que vous avez tout retenu, j'en suis super. Mais oui, je sais, j'en suis très touché. Mais oui. Alors le heckling, c'est une technique de stand-up qui consiste à, justement, quand le stand-upper provoque le spectateur, il cherche des provocations, soit il lui pose des questions d'ailleurs, soit il sait qu'il va avoir des propos qui vont justement provoquer des hauts, ou bien du rejet ou de la colère, et il va se servir de ça pour rebondir encore et rejouer encore plus avec le spectateur. Parce que la règle d'or du stand-upper, c'est qu'il doit toujours sortir vainqueur d'une espèce de joute, de battle très drôle évidemment, sans aucune violence avec le spectateur. Donc le heckling est une vraie technique qui consiste à provoquer et à faire du spectateur son vrai partenaire. Alors vous dites qu'un sketch doit respecter des règles, et vous dites qu'il y a la prémisse. Oui, disons que depuis maintenant quelques années, on a mis effectivement au jour le fait qu'écrire. Alors il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des Français qui n'aiment pas ça, parce qu'en France, il y a beaucoup d'artistes qui considèrent que ça ne s'apprend pas, les arts. Moi, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. Chacun pense ce qu'il veut. Je pense que la peinture peut s'apprendre, la danse. Après, on en fait ce qu'on en veut et on devient l'artiste qu'on veut. Je suis curieuse de savoir ce que pense de ça Richard Orlinski. Sur le fait qu'on peut tout peut s'apprendre, oui, tout peut s'apprendre. Évidemment. Il n'est pas obligé d'avoir du talent. Tout peut ça donne pas de talent d'apprendre, mais il y a des techniques. Voilà. Et on a mis au jour des techniques d'écriture, effectivement, pour les sketchs, mais qui sont quasiment les mêmes que pour écrire un film ou une série. Et la prémisse, c'est une technique effectivement très importante, quasiment indispensable pour faire un bon, soit passage de stand-up, soit sketch d'ailleurs. Et donc, comment ça s'articule? On donne une info et ça doit finir par une vanne, c'est ça? Alors, la prémisse, si vous voulez, oui, techniquement, ce sont les 2 premiers ou la première phrase de votre sketch, les 2 premières, on va dire, qui doivent répondre à un nombre de questions incroyables en un temps très court, puisqu'en fait la prémisse doit répondre à qui parle, de quoi vous parlez, comment vous allez en parler, ce que vous pensez de ce dont vous êtes en train de parler, et si possible terminer avec une blague. En fait, c'est fait pour donner ce qu'on appelle les clés et la grille de lecture d'un sketch au spectateur. Mais c'est indispensable. Si vous n'avez pas une bonne prémisse, vous pouvez avoir le plus beau sketch du monde derrière, les gens auront beaucoup de mal à l'écouter. Alors, il faut venir vous voir pour avoir encore beaucoup d'informations pour évoluer, mais un conseil quand même pour les jeunes qui viennent vous voir, qui auront envie de se lancer. Je crois que vous finissez un petit peu votre spectacle sur ça. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le dire ou pas? Bien sûr, il y a une magnifique phrase que j'adore, qui est d'un philosophe allemand, Schopenhauer, qui est pas réputé pour être très rigolo, effectivement, et qui a cette géniale phrase qui dit « Tu n'as aucune chance. Aucune. Donc, saisis-la. » Eh ben écoutez, c'est le mot de la fin. Croire en ses rêves, coûte que coûte, c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous aussi, Étienne de Balazy. Merci d'avoir été notre coup de cœur du jour. Je rappelle qu'il faut aller voir votre spectacle conférence qui se joue sur l'histoire donc de l'humour, qui se joue dimanche 5 décembre à 17h prochain à la Nouvelle Scène sur Berge, face aux 3 quais de Montebello à Saint-Michel à Paris, c'est bien dit? Absolument ça, vous avez tout dit, absolument, c'est la dernière date de décembre, après ça reprend en janvier jusqu'en juin.